Les chemins de la connaissance, cette semaine, cartographie des routes de la soie. Aujourd'hui, la route des épices avec Predrag Matvejević. Predrag Matvejević, bonjour, vous êtes écrivain et vous êtes également professeur à l'université Sapienza de Rome. Vous êtes venu jusqu'à nous pour nous parler des routes des épices et d'autres matériaux précieux. Alors, la route de la soie est constituée par un réseau de pistes caravanières et de routes maritimes souvent combinées qui aboutissent dès la fin du Moyen-Âge, non plus à Rome, mais à Venise, qui dès lors va prendre donc cette place de Rome comme tête de pont d'un prodigieux dispositif technique et commercial qui va s'appuyer de plus en plus sur une connaissance cartographique précise. Et il est vrai, Predrag Matvejević, qu'à l'époque, la connaissance cartographique, c'est comme dirait Foucault, un savoir-pouvoir. Absolument. La connaissance cartographique, ça a pris des retards en ce qui concerne l'Europe. Les cartes ptoléméennes ont été connues par les Arabes et non pas par les Européens. Les Grecs les conservaient jusqu'à l'invasion ottomane. Au moment où l'invasion s'approchait, sachant que la cartographie a aussi un rôle stratégique, un des diplomates grecs de l'époque byzantin apporta vers 1410 les cartes de Ptolémée. Et à partir de ce moment, la cartographie prend un sort particulier avec deux centres. D'une part, l'Hollande, Amsterdam, et d'autre part, Venise. Et la cartographie de Venise devient une stratégie très importante qui aide la République, la Sérénissime, à s'imposer à la Méditerranée. Oui, voilà, puisque en gros, dans ce partage du monde qui s'est produit naturellement, si j'ose dire, à cette époque, la Hollande était plutôt tournée vers l'océan Atlantique, c'est cela. Et Venise vers la Méditerranée, et donc par la Méditerranée sur la route de la soie. Sur la route de la soie, déjà cette route a été déjà ouverte, oui. Et ce ne sera seulement pas la route de soie, n'est-ce pas? La route de soie, je crois qu'on exagère. Parce que la soie, ça attire, évidemment. C'est un terme générique. Une métaphore, mais on a transporté tant de choses et non seulement la soie. Il y a évidemment la route des épices qui est parallèle et ce sont parfois les mêmes caravanes, les mêmes bateaux, les mêmes navires qui transportent l'un l'autre. Il y a la route des aromates, ou les routes plutôt plurielles des parfums, les routes des onguents, et surtout les routes des semences qui sont, pendant de longues périodes, ce sont les routes continentales. Peu à peu, certaines semences, certains arbres, certains fruits nous viennent de l'Orient, même de la Chine, de l'Inde, des Indes, et peu à peu arrive jusqu'à la Perse, jusqu'à la Syrie, puis les Arabes les reprennent et les portent sur le Maghreb, Mashrek, vers l'Espagne. Et ce sont parfois des routes assez compliquées, mais Venise, avec ses bateaux, elle a accès à tous les grands ports de l'Orient, et donc ça vient beaucoup de choses, ces choses viennent grâce à Venise. Et ce qui est intéressant, Venise, c'est un point d'aboutissement de la route de soie, oui. N'est-ce pas? Et c'est aussi un point de départ de différentes choses, n'est-ce pas? Ayant abouti à Venise, Venise les transporte dans différents sens. Évidemment, le commerce de Venise est très important. C'est la manière dont se crée la République, dont elle s'affirme au sein de la Méditerranée, qui est non seulement l'Adriatique, la mer de Venise, golfe de Venise, mais en quelque manière la Méditerranée est une sorte de mer de Venise, oui. Avec des concurrences très fortes, notamment de Gênes, des guerres entre les deux républiques maritimes et les autres concurrents qui apparaissent dans la Méditerranée. Il faut rappeler, Monsieur Matvejević, que l'importance des épices qu'on voit tout au long, pratiquement dès l'Antiquité, et tout au long du Moyen Âge, l'importance des épices dans l'alimentation vient du fait que pendant très longtemps, les aliments sont difficiles à conserver et ils ont un goût assez horrible. C'est ça, en effet, certains épices sont déjà connus dans l'époque romaine. J'ai essayé d'analyser dans le bréviaire méditerranéen comment certains maîtres
de la cuisine romaine avait déjà eu des contacts avec l'Orient, avait connu certaines épices. Mais c'était très, disons, sporadique, c'était très irrégulier, alors qu'avec les routes nouvelles s'ouvre donc l'échange des commerces et l'épice arrive, les épices très différentes l'une de l'autre, poivre, safran, vanille, girofle, clou de girofle, cannelle, cumin, origan, gingembre, surtout gingembre depuis très 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 longtemps, est une épice très, puis un peu plus tard ce sera curry, et je crois avoir dit l'essentiel de ces épices, mais il y a aussi, il faut dire, il y a des aromates très particuliers à l'usage religieux comme l'encens ou le myrrhe. Et donc, il faut compter aussi les bijoux qui se transportent. Un commerce très important qui vient avec l'Europe du Nord, mais Venise le transporte vers l'Orient. C'est l'ambre, la route de l'ambre, la vraie route qui vient de la mer Baltique. Ça descend jusqu'à Venise, jusqu'à Gênes, jusqu'à Ravenne. Et de là, ça va vers... Donc, il n'y a pas seulement les voyages de l'Orient vers Venise. Il y a de Venise vers l'Orient. Il faut ajouter aussi une très importante route liée surtout avec le continent européen, avec l'Ouest européen, qui est la route d'Athènes. Ce métal qui permettait de souder les choses. L'étain, oui. L'étain, oui. Absolument. Et évidemment, les métaux précieux, entre autres. Et une chose qui est un peu méconnue, mais qui me semble importante, moi-même je l'avais oublié dans mon breviaire méditerranéen, c'est les confitures. Les confitures sont venues de l'Est. Les premières confitures se faisaient tout à fait à l'Orient. Nous n'avions aucune connaissance. Dans la cuisine romaine, la confiture n'existe pas. Et donc, là aussi, parmi toutes ces choses, parmi les épices, n'est-ce pas, parmi les goûts qui viennent avec les épices, vient aussi la confiture. Vous voyez les choses. Je crois avoir oublié une route double très importante, celle d'Ivoire. La route de l'Ivoire. De l'Ivoire, d'une part, ça vient des Indes, où il y a des éléphants. D'autre part, les caravanes de l'Afrique la portent. Il y a une querelle, vous savez, parmi ceux qui étudient les routes, est-ce que c'est d'abord des Indes que les Ivoires sont venus, ou bien de l'Afrique? Une concurrence historique entre les deux routes, alors. Ça n'a pas trop d'importance. En tout cas, il y a deux routes, celle de caravaniers, qui viennent jusqu'au port de l'Afrique du Nord, et qui viennent à Venise. L'ivoire devient d'un usage très important, les objets d'église, dans les sanctuaires, puis les premiers clavecins, etc., la musique, l'ivoire joue un rôle. Et donc c'est une route qu'il ne faudrait pas oublier. On va y revenir, Predrag Matvejevic, mais je vous propose d'écouter un premier texte. Il est dû au voyageur qui a le premier, justement, écrit une relation de son voyage. Il a été envoyé par Saint-Louis en 1253 à Karakorum, et donc... il est arrivé, en fait il s'agissait donc d'un voyage, d'une mission de diplomate dans l'Empire mongol. Son livre s'appelle donc Voyage dans l'Empire mongol. Il s'agit de Guillaume de Rubruck. Ils nous donnèrent à choisir entre des chariots à bœufs pour porter notre équipement ou des chevaux de somme. Les marchands de Constantinople me conseillèrent de choisir les chariots et même d'acheter personnellement des chariots couverts, comme ceux qu'utilisent les Russes pour transporter les pots. J'y mettrai les bagages que je ne voudrais pas décharger chaque jour. Si je choisissais des chevaux, je serais obligé de les décharger et recharger chaque jour, à chaque étape. De plus, chevauchant au pas des bœufs, je pourrais aller plus lentement. J'écoutai leurs conseils et mal m'en pris, car il me fallut 2 mois de voyage pour parvenir chez Sartaq, ce que j'aurais pu faire en 1 mois avec des chevaux. J'avais apporté de Constantinople, sur le conseil des marchands, des fruits secs, du vin de muscat et du biscuit fort délicat pour les offrir au premier capitaine tartare, afin de me faire ouvrir plus facilement le passage. Ces gens-là, en effet, ne regardent pas d'un bon œil celui qui vient les mains vides. Je chargeai tout cela sur un chariot, puisque je n'avais pas trouvé ici les capitaines de la cité. On me dit en effet que ces présents seraient très agréables à Sartaq si je pouvais les lui apporter. Nous nous mîmes donc en route vers le 1er juin avec nos 4 chariots couverts,
et avec 2 autres qu'ils nous avaient donnés et qui portaient notre matériel de couchage. Ils nous donnèrent également 5 chevaux de selle. Nous étions 5 en effet. Moi, mon compagnon frère Barthélemy de Crémone, Gosset, porteur de la présente lettre, Homodeï, truchement, et un jeune esclave, Nicolas, que j'avais racheté à Constantinople avec l'argent de vos aumônes. Ils nous donnèrent en outre 2 hommes pour conduire les chariots et garder bœufs et chevaux. Voilà quelques conseils de Guillaume de Rubruck, un franciscain flamand embarqué à Constantinople en mai 1253. Quelques conseils pour entreprendre cette longue route de la soie, donc qui va le mener jusque dans l'empire mongol. Et alors, justement, on évoquait le fait que la connaissance cartographique est à l'époque une connaissance hautement stratégique. Et gardée en secret, vous savez, les cartes sont gardées en secret, et la Byzance ne voulait pas faire découvrir à l'Europe les cartes ptoléméennes avant le danger ottoman. Lorsque le danger apparaît, voulant se défendre, comme l'Occident contre l'Empire turc, les premières cartes ptoléméennes ont été vues à Rome vers le début du XVe siècle. Et c'est le siècle également de l'aventure vers l'océan, vers le Nouveau Monde, vers l'Amérique, etc. Donc, toutes ces cartes seront jalousement gardées. Et Venise était très, comment dirais-je, sévère en ce qui concerne ce secret. Alors, dans votre beau livre, L'autre Venise, Predrag Matvejević, vous évoquez cette question justement de la concurrence entre Hollandais et Vénitiens sur ce terrain de la cartographie, et vous dites que, donc, à l'instar des Hollandais, les Vénitiens ont dû gagner petit à petit du terrain sur la mer pour demeurer au sec. Ça, c'est une chose qui les rapproche. Ce sont peut-être justement ces efforts continuels qui les ont rendus mieux à même de comprendre les rapports entre mer et terre. Les cartes partaient de l'image que l'on se faisait de Venise, qu'elles avaient elles-mêmes contribué à créer. Elles sont en relation directe avec la conquête tant de la ville que de ses possessions, proches ou lointaines. Sans elles, les Vénitiens n'auraient pu dominer les mers ni maintenir leur influence sur la terre ferme. Aussi, les géographes, les dessinateurs, les typographes, les graveurs, les éditeurs, les imprimeurs et leurs protes, les commerçants et leurs commis travaillaient-ils ensemble dans les Bottega. Ça veut dire aujourd'hui boutique. C'est le même mot, mais on disait bottega, l'atelier des cartographies. Voilà. Vous citez quelques noms. Donc, ce sont des maîtres illustres. D'une manière générale, c'était des gens extrêmement savants, les gens qui corrigeaient, reportaient. Toutes les connaissances se rencontrent sur une carte. Vous savez, les connaissances non seulement de la géographie, mais aussi les connaissances mathématiques. Il faut il faut trouver la mesure entre le rapport entre les unités, entre une île, entre une côte, la longueur d'une côte, etc. Donc, beaucoup de connaissances s'y ajoutées pour rendre l'image du monde. Et puis quelques fantasmes aussi, longtemps. Vous savez, surtout, on invente les îles. Des îles absolument inconnues, en fait, la première critique littéraire en Grèce était née en critiquant les cartographes qui décrivaient les îles qui n'existent pas. Et donc, c'était une sorte de critique des fantômes de l'île. Donc, Predrag Matvejević a une connaissance stratégique qui sera vite concurrencée par les Arabes. Les Arabes ont vu les cartes ptoléméennes avant l'Europe occidentale. En passant par Alexandrie... La géographie de Ptolémée reste la référence pendant des siècles. Même, la chose n'a pas été prouvée, mais il semble que les Arabes avaient vu les dessins du maître de Ptolémée, qui s'appelle Marin de Tyr, n'est-ce pas, la fameuse ville phénicienne. Et donc, en passant par Alexandrie, ils ont vu les cartes comme ils nous ont transmis Aristote, allant vers l'Espagne, et en Sicile, déjà au XIIe siècle, s'est formée une école de Al-Idrisi, qui était un géographe de très grande connaissance. On voyait qu'il avait beaucoup voyagé, beaucoup lu. Il nous a décrit, surtout, il avait une tendance à donner à sa carte une valeur aussi esthétique.
C'était pour donner de la joie, disait-il. Et donc, il travaillait à la cour du roi de Sicile et il a laissé aussi les commentaires des villes qu'il avait vues, qu'il avait rencontrées, les descriptions. Donc, alors que à cette époque, nous sommes au XIIe siècle, la cartographie chrétienne était assez rudimentaire et donc il faudra attendre le grand voyage, la fin du XVe siècle pour que la cartographie fleurisse sur le continent européen.